Le mondial 2006, c'est parti et jusqu'au 9 juillet avec la finale à Berlin. 64 matchs devant des millions de téléspectateurs. La planète foot avec en milieu d'après-midi la cérémonie d'ouverture et la première rencontre. L'Allemagne à domicile a battu le Costa Rica 4-2. Francis Holm, le tueur en série, a été mis en examen pour un double meurtre qui remonte à 20 ans, celui de 2 enfants et pour lequel Patrick Dils avait été d'abord condamné avant d'être acquitté. Baccalauréat, les premières épreuves débutent lundi prochain. Le compte à rebours a commencé pour les 640 000 candidats au bac 2006. Les dernières révisions avec acharnement ou avec détachement. La commercialisation annoncée du premier vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Les États-Unis viennent de donner leur feu vert. Ce vaccin sera destiné aux jeunes filles pour les protéger d'un certain type de virus qui risque d'évoluer en cancer. Sous le soleil, exactement, les maillots de bain de l'été, la tendance de la saison, le retour en force des couleurs, du bikini et même une grande nouveauté, le trikini, à essayer avec modération. Madame, Monsieur, bonsoir. La grande fête du football a donc commencé il y a un peu plus de 2 heures pour un mois. L'Allemagne accueille le mondial 2006 et 64 matchs en compétition qui seront retransmis sur les chaînes de télé du monde entier. Munich ce soir, capitale planétaire du ballon rond, avec comme le veut la tradition une courte cérémonie d'ouverture. Après quelques scènes de folklore bavarois, ce spectacle a été marqué par l'entrée sur la pelouse de 160 anciens champions du monde. Nous y reviendrons. Place tout de suite au premier match de cette 18e Coupe du Monde dans un stade archi-comble. L'Allemagne, qui rêve de gagner le mondial à domicile, s'est imposée sans vraie difficulté face au Costa Rica 4-2. Christophe Duchiran. Finalement, l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est aussi incertain que l'ouverture de la pêche. On n'y voit parfois pas plus de buts que de poissons au bout de la ligne. Aujourd'hui pourtant, au bout de 6 minutes de jeu, ça mord. L'Allemand Lahm ouvre le score avec l'art et la manière d'un fin tireur. 1-0. On croit les Allemands partis pour tailler des costards aux Costaricains, mais pas du tout. Sa jeune défense commet une erreur de jeunesse et laisse partir Wanchope, un attaquant chauve et pas maladroit qui égalise pour le Costa Rica. 1 partout après 12 minutes de jeu, c'est d'autant plus surprenant que le petit pays d'Amérique centrale compte 100 fois moins de licenciés que l'Allemagne. Dans ce match du pot de fer contre le pot de terre, les fers à bras repassent devant grâce à Miroslav Klose qui marque le jour de son 28e anniversaire. 2-1, c'est le score au repos. 2 bières aux supporters allemands, un café à ceux du Costa Rica. En début de deuxième période, côté costaricain, les affaires se gâtent. Certes, c'est l'anniversaire de Klose, mais c'est la défense des Rouges qui fait des cadeaux. De la tête et du pied droit en 2 temps et 2 mouvements, l'attaquant allemand marque encore 3-1 pour les Blancs. Si l'Allemagne avec une défense à la hauteur de son attaque, jamais Wanchope n'aurait marqué une fois encore. Parti à la limite du hors-jeu, il ne rate pas l'occasion qui se présente à lui. Les Allemands ne mènent plus que 3-2. Mais les Allemands de la ressource. À 3 minutes de la fin, Frings ajoute un extraordinaire 4e but. 4-2 score final, beau spectacle, jamais on n'avait autant marqué pour un match d'ouverture. Demain, au lieu d'aller à la pêche, on regardera la Coupe du Monde. 66 000 spectateurs dans le stade de Munich, en majorité bien sûr des Allemands portant les couleurs de la Mannschaft et encourageant leur équipe. Et puis sur les gradins ou dans la ville, des supporters venus du monde entier pour ce duel entre l'Allemagne et le Costa Rica, avec ici ou là des écrans géants pour assister à cette première rencontre. Thierry Curtet, Laurent Desbois. Ils attendaient ça depuis très longtemps. Alors ils ne se sont pas fait prier pour respecter la consigne de sécurité. Arrivés 3 heures avant le match, pour des raisons de sécurité. Malgré tout, la présence policière est discrète. Difficile d'avoir des places pour ce premier match de l'Allemagne. C'est dans une loterie qu'Inès en a gagné 7. Elle est venue avec ses sœurs et ses parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez vivre? C'est beaucoup d'atmosphère, beaucoup d'internationalité, beaucoup d'esprit et beaucoup de bon football. Le stade Arena ne permettait qu'à 60 000 chanceux d'assister au premier choc. Des milliers d'autres n'ont finalement pas été déçus de se retrouver devant les écrans géants des jardins de bière munichois. On peut bouger, un peu, manger quelque chose, boire quelque chose. Au premier but allemand, le moral flambe. Mais lorsque les Costariciens reviennent, le moral flanche. Derrière l'équipe d'Allemagne, nous dit-il, il y a tout le peuple. Et depuis 1930, le pays qui accueille la Coupe du Monde a toujours bien figuré. Mais le plus heureux de tous ce soir était finalement le tavernier.
La première troisième mi-temps va pouvoir commencer pour des centaines de milliers de spectateurs. Ils vont appliquer le slogan de ce mondial, un temps pour se faire des amis. Les Bleus entreront sur le terrain mardi prochain pour leur premier match contre la Suisse à Stuttgart. La blessure de Djibril Cissé était encore dans toutes les têtes. Aujourd'hui, lui regardera le début de la Coupe du Monde depuis son lit d'hôpital. Pour les joueurs, ce coup du sort doit décupler leur énergie. L'équipe de France à l'entraînement cet après-midi. Manuel Tissier, Vincent Bouffartic. La rue allemande est en fête, mais à Hameln, forcément, la Coupe du Monde a des accents cocardiers. Les Bleus n'ont pas vu le match d'ouverture du mondial. Ils étaient sur la pelouse pour leur premier entraînement officiel. Mais pour tous, cela commence aujourd'hui. On y est. Maintenant, il nous reste peu de jours pour préparer ce premier match. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde est nerveux, on a envie que ça commence. On a envie de dépenser cette énergie directement sur le terrain. Et la préparation, c'est long, on a envie que ça arrive et que les matchs décisifs arrivent. Donc, bon, on est encore loin du premier match, mais en même temps, on s'en rapproche et ça va aller très vite. Donc, beaucoup d'excitation. Les joueurs français se sont réveillés ce matin pour la première fois dans leur château. Au programme, séance vidéo et footing de remise à niveau pour l'appelé de la dernière heure, Sidney Govou. Le Lyonnais a reçu un accueil chaleureux, même si le forfait de Djibril Cissé est encore dans toutes les têtes. Petit applaudissement pour lui dire bienvenue, mais bon, il sait que maintenant on est tous dans le même bateau et on se doit de tout faire pour arriver jusqu'au bout. Ribéry et Zidane complices, soleil et chaleur en Allemagne. Pour le moment, les nouvelles des Bleus sont rassurantes. Aujourd'hui, seuls les journalistes étaient admis pour le premier galop des Bleus en terre allemande. Mais demain, pour leur seul entraînement public, 9000 personnes sont attendues. Une façon peut-être de découvrir la fièvre de la Coupe du Monde. Les Bleus qui ont un supporter de taille depuis toujours, le président de la République. Mais Jacques Chirac, dans la confidence, est un peu mesuré, comme en témoignent ses propos recueillis hier à Lyon au lendemain du match France-Chine. On n'est pas encore tout à fait en finale. C'est ce qui paraît. Oui, mais je l'ai faite là, c'est-à-dire que c'est une place pour plaisir, mais il faudra mettre un peu de pression. Le coup d'envoi du Mondial 2006, c'est cette image qui fait rêver les anciens dieux du stade qui ont défilé au début de la cérémonie avec Pelé portant le trophée qu'espèrent gagner les 32 équipes. Même si le Brésil est donné favori, la compétition est ouverte. L'Europe a toutes ses chances. La victoire ne lui a échappé qu'une seule fois à domicile. Julien Benedetto. Le roi Pelé n'a Dieu que pour elle. La Coupe du Monde, le Graal du football, est arrivé à Munich, emmenant dans son sillage plusieurs générations de champions du monde. La France est là, avec ses Bleus à la retraite, comme pour réveiller le souvenir du 12 juillet 1998. Ce soir-là, Zinedine Zidane devient Zizou pour 60 millions de Français, en marquant 2 buts en finale contre le Brésil. Les Champs-Élysées résonnent encore des cris de fierté de la France du football. Mais que serait l'histoire de la Coupe du Monde sans le Brésil et ses 5 titres? Éternel Brésil, grandissime favori de cette 18e édition, la bande à Ronaldo fait l'unanimité comme jamais. Sauf peut-être en 1970, disent les nostalgiques, quand Pelé s'éleva dans le ciel du Mexique pour marquer un but de légende en finale contre l'Italie. Les footballeurs allemands, eux, n'ont jamais eu le talent du Brésil. Mais de Beckenbauer à Matthäus, la Mannschaft s'est construit un palmarès de dauphins souvent efficaces avec ses 3 titres mondiaux. 1986, Diego Maradona porte l'Argentine vers son 2e sacre mondial en marquant de la main contre l'Angleterre. La main de Dieu, dira Diego le Terrible, avant de marquer dans le même match l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, après avoir dribblé 5 joueurs anglais. Dans un mois, on connaîtra les héritiers de ces grands champions qui marquèrent un jour l'histoire de la Coupe du Monde. Dans l'actualité de ce vendredi, Francis Holm, le tueur en série, déjà plusieurs fois condamné, a été mis en examen pour un double meurtre qui remonte à 20 ans, celui de 2 enfants et pour lequel Patrick Dils avait d'abord été condamné avant d'être acquitté. Valérie Hermite, Christine Bosse.
La justice a tergiversé plus de 4 ans avant de le mettre en examen. Depuis ce matin, Francis Holm est officiellement suspecté du double meurtre de Montigny-lès-Metz. En 1986, Alexandre et Cyril, 8 ans, sont retrouvés morts le long d'une voie ferrée. Patrick Dils, un jeune voisin de 16 ans, avoue les meurtres puis se rétracte. Il est condamné à perpétuité avant d'être acquitté à Lyon en avril 2002 lors de son 3e procès. Il aura purgé 15 ans de prison. Patrick attendait cette nouvelle depuis Lyon. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi Francis Holm n'était pas encore mis en examen, tant il m'apparaissait évident que sa culpabilité dans le meurtre de ses 2 enfants ne faisait aucun doute. Pour ce procès de Lyon, les gendarmes ont repris l'enquête à zéro. Ils ont démontré la présence de Francis Holm près des lieux le jour du crime. Holm nie les avoir tués, mais reconnaît avoir croisé les enfants, puis les avoir vus morts. De nouveaux témoins racontent à la barre l'avoir vu le soir du crime, le visage ensanglanté. Pour les gendarmes, le double meurtre de Montigny-lès-Metz porte la quasi-signature criminelle du tueur en série. Francis Holm s'est toujours défendu d'avoir commis ces faits, bien qu'il s'explique avec les explications qui sont les siennes sur le fait qu'il ait pu se trouver dans les parages. Francis Holm, surnommé le routard du crime, a déjà été condamné pour 10 meurtres. 20 ans après la mort d'Alexandre et Cyril, la justice tient un nouveau suspect, mais toujours pas de coupable. L'affaire Clearstream, Imad Laoud vient d'être mise en examen. Il est soupçonné, vous le savez, d'avoir falsifié les fameux listings. Imad Laoud sera poursuivi pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux. Il nie en bloc tout ce qui lui est reproché. Olivier Caroff, Philippe Mugera. 48 heures de garde à vue, un transfert en fourgon banalisé et 2 mises en examen pour dénonciation calomnieuse et faux et usage de faux. Imad Laoud, interrogé depuis mercredi par les policiers, subit exactement le même sort que Jean-Louis Gergorin, le corbeau, la semaine dernière. Seul inconnu ce soir, sera-t-il placé en détention provisoire? Les juges l'ont demandé, un débat contradictoire va avoir lieu. Depuis le début de sa garde à vue, de nouvelles charges se sont ajoutées contre lui. Ce jeune consultant a travaillé quelques mois au siège de Clearstream. Il accuse Imad Laoud de s'être fait passer pour un homme de la DGSE pour avoir une copie des listes originales. Avoir de face de moi un type qui me dit j'ai besoin de ces fichiers-là dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme, ça me paraît crédible. Je suis à milieu d'imaginer que les fichiers que je vais donner vont, quelques années, quelques mois plus tard, correspondre à une manipulation. Les fichiers de transaction, je ne les ai communiqués qu'à Imad Laoud. Ces mêmes fichiers très caractéristiques sont arrivés à l'été 2004 chez le juge Van Ruynbeck. Seule différence, il y avait des dizaines de noms en plus et des faux mouvements financiers. Cela fait-il obligatoirement d'Imad Laoud le faussaire? Son avocat s'insurge. Qu'est-ce que c'est que ce garçon qui se prétend, qui revendique avoir volé les fichiers Clearstream, qui se prétend être l'expert de M. Van Ruynbeck, qui vient dénoncer à coups de conférence de presse tout cela pour faire vendre un livre? Pour moi, tout ceci est abject. Ça fragilise un peu votre défense, non? Mais ça fragilise ma défense, si c'est vrai. Il y a 2 jours, le jeune consultant a fait une déposition chez les juges. Il leur a remis des éléments matériels, listings originaux et échanges d'emails avec Imad Laoud. Quelle leçon va-t-on tirer du fiasco du procès d'Outreau? Une responsabilité collective, dit le rapport de l'inspection générale des services judiciaires, mais aucune faute commise. Toujours selon ce même rapport, le juge Burgot en particulier n'est coupable que d'inexpérience ou de maladresse. En tout cas, rien qui puisse faire l'objet de sanctions. Ces conclusions s'ajoutent à celles de la commission d'enquête parlementaire qui présentait en milieu de semaine ses propositions pour réformer la justice. C'est maintenant au garde des Sceaux de trancher. Dominique Verdaillan. Ni responsable, ni coupable. Longtemps la cible des attaques, le juge Burgot se voit aujourd'hui épargné par ses pairs. Un rapport de 150 pages écrit par 6 inspecteurs, 6 magistrats. Il apparaît en réalité que quelles qu'aient pu en être les conséquences, ses choix ou ses omissions ont procédé avant tout de son inexpérience et d'une certaine maladresse. Autrement dit, Fabrice Burgot a commis des fautes, mais pas d'erreurs graves justifiant une sanction. Je pense que l'inexpérience, je pense que la maladresse, je pense que le fait de faire des choix inappropriés, ça participe d'un comportement professionnel qui peut être critiquable, parce qu'on peut critiquer un juge qui se trompe, mais ce n'est pas pour autant qu'il doit être sanctionné disciplinairement. Pas de sanction, les acquittés se disent choqués. Leurs avocats dénoncent une justice qui cherche à s'auto-blanchir.
Je pense aux acquittés, à leurs 25 années de détention provisoire, et on vient leur dire, vous savez, finalement la justice dans sa globalité a bien travaillé, il y a quelques petits dysfonctionnements, quelques petites choses qu'on changera qui n'ont pas été, mais croyez-nous, ça ira mieux demain. Et je ne suis pas persuadé que ça ira mieux demain. L'État a indemnisé sur la base d'une faute lourde. Et cette faute lourde, elle disparaît dans le rapport de l'inspection générale des services. Mais alors à quoi sert l'inspection ? Épinglé par le rapport de la commission parlementaire, Fabrice Burgaud échappe aux foudres de l'inspection générale. Juste retour des choses, selon son avocat. En tous les cas, cela confirme ce que nous avons toujours dit. Rien n'est parfait dans une instruction, mais en tous les cas, M. Burgaud n'a pas commis de faute et n'avait pas à s'excuser. Le dernier mot revient au garde des Sceaux. Il peut passer outre l'avis de l'inspection et saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La décision pourrait être prise ce week-end. Le compte à rebours a commencé pour les 640 000 candidats au bac 2006. Les premières épreuves débutent lundi prochain pour les lycéens. Il est encore temps de réviser, certains avec acharnement, d'autres plus sur deux ou plus détachés jettent encore un coup d'œil sur leur fiche. Evelyne Gunman, Hervé Pozzo. Tongs, crème solaire, léger vent de printemps, à 3 jours du bac, tout est là pour évacuer le stress. On se croirait en vacances, pourtant détrompez-vous, ces lycéens travaillent. Le sens global du monde nous échappe. Philosopher, c'est comprendre la nécessité du silence. Il a beaucoup influé sur le cercle de Vienne et la philosophie analytique. Le silence, voici ce qu'elle recherche car chez elle, les révisions tournent parfois au cauchemar. Il y a la télé, il y a le téléphone, donc on est moins concentré. C'est devant à son bureau, devant le mur, avec 10 bouquins devant soi et tout seul. Ces 3 copines du lycée Voltaire à Paris ont la chance d'avoir un jardin au pied de l'immeuble. Mais pour les choses sérieuses, mieux vaut se mettre autour d'une table. En fait, c'est regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Donc en fait, ça part d'un manque, le désir. Ah, oui. Donc en gros, le désir, il naît d'un manque. Il y a des petites questions là-dessus. C'est bien ça. Désir de gloire, désir vain, naturel ou inconscient, Épictète, Épicure, Freud. Grâce à ces 6 petites fiches, elles sont imbattables sur le sujet. J'ai fait la synthèse de mon cours, j'ai pris l'essentiel et je les ai mis en fiche. À J-3, on fait beaucoup d'impasses. Alors pour choisir parmi les sujets, elle se repose sur la rumeur. On fait gaffe quand même un peu à ce qu'il dit. Et je crois qu'il parle de la religion et du désir. Donc peut-être que on va plus relire ça. Fiche, rumeur, pour mettre toutes les chances de son côté, il y a encore les porte-bonheur, comme ce bracelet brésilien qui ne doit pas céder. Donc là c'est bon, il s'est pas encore cassé. Donc on espère que ça va tenir. Je pense que ça tiendra quand même jusqu'aux épreuves. Ou encore la grenouille espagnole, glissée dans la trousse. Cette année, ça va être la première fois où on va tester sa puissance. Donc voilà. Et vous, que feriez-vous si vous deviez gérer le budget de la France? Une question qui est devenue un jeu sur Internet, des candidats qui vont pouvoir virtuellement se prendre pour le ministre en charge, et c'est Bercy qui en a eu l'idée. François Baudonnet, José Boulestex. Le ministre du budget, c'est lui. Mais dorénavant, cela peut être vous ou moi, ou n'importe quel citoyen décidant de se connecter sur le site Cyberbudget. Une heure pendant laquelle vous allez gérer les recettes et les dépenses de l'État, comme si vous étiez dans le fauteuil du ministre. Pour tester ce nouveau jeu, nous nous sommes rendus à l'Institut d'études politiques à Paris. Et là, malgré les apparences, on travaille dur pour former une partie des futurs fonctionnaires du budget justement. Fabrice est l'un d'entre eux, et pour nous, il enfile le costume du ministre. Alors ce budget, ça en est où? Tandis que ses camarades s'essayent au jeu. Graphiquement, c'est assez ludique, donc ça c'est déjà bien. Sur le contenu, il faut vraiment avoir un attrait particulier pour le budget. La police municipale. Excusez-moi. Oui, ce serait bien quand même de savoir comment on la finance, hein, quand même. Voilà. Bien sûr, ces étudiants, des spécialistes, obtiennent la note maximale, mais ils se posent une question. À qui ce jeu s'adresse-t-il vraiment? Et à votre avis? Moi, je pense que Jean-François Copé, entre deux dossiers, il doit bien s'amuser. C'est quelque chose qui est assez ludique, c'est pas mal fait, mais je pense pas que ça s'adresse vraiment au grand public, parce que ces fiches budgétaires, c'est quand même pas quelque chose de très évident si on n'est pas un peu initié, si on n'a pas eu quelques cours dessus. Les meilleurs joueurs gagneront une journée à Bercy avec le vrai ministre cette fois. Quant à notre ministre virtuel, il est également très occupé. Un cyber conseil des ministres. Hein. Allez, bon courage tout le monde, faites-moi un beau budget. Bravo.
Dominique de Villepin était aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, à Cadarache, pour une visite sur le site d'ITER, le futur réacteur expérimental de fusion thermonucléaire. L'occasion pour le Premier ministre de revenir sur le mariage annoncé de GDF-Suez qui fait polémique. Dominique de Villepin a dit sa détermination à mener à bien et rapidement cette fusion au nom de l'indépendance énergétique du pays. Au royaume de Mickey, la bataille est engagée autour des 35 heures. 4 syndicats s'opposent à l'accord d'assouplissement signé en début de semaine. Le parc Euro Disney qui emploie plus de 12 000 salariés. Séverine Lebrun, Éric Delagneau. Au royaume de Disney, l'heure est au règlement de compte. Et c'est le temps de travail des salariés qui fait débat. 8 jours de RTT en moins pour les cadres, plus de flexibilité et plus d'heures supplémentaires pour les salariés de terrain. Voilà l'accord qui vient d'être signé entre la direction et 3 syndicats. Ce que la direction veut, en fait, c'est des salariés à la carte. Elle veut des salariés qui travaillent 3 heures un jour, 12 heures le lendemain, 35 heures une semaine, 48 heures la semaine suivante, avec des plannings à 2 semaines et non plus 3 comme actuellement. Et derrière, si encore il y avait donnant-donnant des compensations en rémunération. Mais il n'y a rien. Oh, c'est assez sympathique aussi de relire. Les 4 syndicats non signataires représentent la majorité des salariés. Comme la loi le leur permet, ils ont donc décidé d'exercer leur droit d'opposition pour faire annuler l'accord. Nous sommes prêts à faire des concessions, nous en avons déjà fait. Mais nous avons été au bout du bout et aujourd'hui c'est à eux de faire des concessions. Les signataires, eux, s'ils reconnaissent quelques défauts au texte, mettent en avant la possibilité, pour ceux qui le veulent, de gagner un peu plus. C'est vrai qu'on s'adapte avec cet accord au pic de fréquentation, mais ça permet surtout aux salariés de toucher de l'argent en plus. Et c'est ce qu'ils veulent. Pour l'instant, la direction de Disney refuse de commenter une éventuelle annulation du texte. Elle réfute en tout cas toute remise en cause des 35 heures. En Grande-Bretagne, dans le collimateur des syndicats Peugeot et Citroën qui vont faire les frais d'une véritable campagne de boycott. Une mesure de rétorsion après la décision du constructeur français de fermer l'usine installée dans le centre de l'Angleterre. Maryse Burgot, Arnaud Miguet. Une pleine page dans certains journaux britanniques et un slogan sur fond de Coupe du Monde. Cet été, pensez à l'Angleterre, n'achetez pas Peugeot. Une campagne anti-française imaginée ici au centre de l'Angleterre. Cette usine Peugeot doit fermer d'ici 2007, pas assez productive selon la direction parisienne. 2 syndicats ont donc décidé de contre-attaquer en surfant sur l'air du temps. Cette usine est située en Angleterre. Et ce que nous disons, c'est que puisque nous sommes capables d'encourager nos footballeurs, nous devons aussi aider nos travailleurs. Licenciement de 2300 salariés et suppression totale d'un site, c'est évidemment un nouveau coup dur pour le secteur automobile britannique. Mais la contre-attaque va-t-elle fonctionner? Les Anglais vont-ils cesser d'acheter des Peugeot? Les concessionnaires à Londres se refusent aujourd'hui à tout pronostic et les clients sont plutôt partagés. Je crois que ce n'est pas une bonne idée parce que beaucoup d'Anglais aiment les Peugeot. Moi, j'espère que ça va marcher et que les gens là-haut vont pouvoir garder leur travail. Surprise par cette campagne, la direction de Peugeot souligne que 7000 emplois sont conservés en Grande-Bretagne dans les réseaux commerciaux. Cette campagne dans la presse sera prochainement suivie d'une campagne d'affichage dans les rues de la capitale britannique. Les syndicats anglais ont en fait dépensé une petite fortune, 1,5 million d'euros, pour inciter leurs compatriotes à ne plus rouler français. L'entente cordiale tout de même entre Paris et Londres sur l'énergie nucléaire. Tony Blair et Jacques Chirac, dans une conférence de presse conjointe, ont plaidé pour une coopération entre les 2 pays concernant le renouvellement des centrales nucléaires, mais aussi la recherche. Le Royaume-Uni, où le choix du nucléaire suscite une certaine controverse. Au Proche-Orient, dans la bande de Gaza, des raids israéliens ont tué une dizaine de civils, dont plusieurs enfants sur une plage. Une bavure qui suscite une très forte émotion. Israël décide d'ouvrir une enquête. Le président palestinien parle de massacre sanglant. Bernard Lebrun. Le bord de mer à Gaza, traditionnel lieu de pique-nique des familles le vendredi, jour férié et de prière. Au large, un bateau de guerre de la marine israélienne. Sur cette plage, cet après-midi, un couple et 3 de leurs enfants ont été tués par un obus. Un obus de marine israélien, affirme cet homme en colère. Ce que dément Jérusalem. Devant l'hôpital de Gaza, l'émotion est à son comble. Nombre d'enfants blessés ou blastés par l'explosion arrivent aux urgences. Bavure de l'armée israélienne,
possible. Car au même moment cet après-midi, 4 raids contre des activistes palestiniens en représailles à des tirs de roquettes sur Israël ont été menés par les hélicoptères de l'armée. 4 tirs de missiles contre des véhicules. À Ramallah, le président Mahmoud Abbas a qualifié ces raids israéliens de massacres sanglants. Là-bas sur la plage, les habitants de Gaza ne quittent pas du regard le bateau de guerre. Le gouvernement israélien, lui, réfutant un tir de la marine, a néanmoins ordonné ce soir l'ouverture d'une enquête. Et à l'instant, la branche armée du Hamas menace d'une reprise de ses attaques après 1 an et demi de trêve. Au large des côtes anglaises, une collision entre 2 pétroliers près de l'île de White. Aucune pollution n'a été signalée pour l'heure. Les gardes-côtes continuent de survoler la zone. Le casse-tête des nouveaux passeports électroniques. Les Français qui veulent se rendre aux États-Unis sans demander de visa ont besoin de ces documents biométriques. Ils sont délivrés au compte-gouttes. Les agences de voyage font la grimace. Il faut, semble-t-il, encore s'armer de patience. Anouk Burel, Didier Dahan. Nous sommes dans une grande agence de voyage à Paris, à l'étage réservé au départ vers les États-Unis. Une cliente, cet après-midi. Passionnée de New York, elle a anticipé ses vacances et les problèmes de passeport, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nombre de séjours ont été annulés ou reportés pour cause de démarches trop longues ou trop compliquées. Nous, on anticipe en fait, dès que le client vient, on lui demande s'il est en règle et on lui réexplique. Et s'il a ses passeports avec lui, c'est encore mieux. Les premiers passeports électroniques devaient simplifier les choses, mais ils arrivent trop tard pour les tour opérateurs. En moyenne, ils comptent 1/3 de voyageurs en moins vers les États-Unis cette année. Chez nous, c'est compensé par les ventes sur d'autres destinations parce que nous avons la chance d'être positionnés multidestinations. En revanche, pour des opérateurs qui ne vendent que les États-Unis, par exemple, eh ben, c'est une perte réelle, sèche, de l'ordre de 30% de l'activité. Et c'est pas neutre, 30% de l'activité pour une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est considérable. Les nouveaux passeports ont aussi des critères bien particuliers. La taille de la photo, par exemple, a pu retarder certains dossiers. Il faut en général que du menton en haut du crâne, il y ait 32-36 mm. Donc vous voyez, quelque chose d'assez rigoureux. Hein. Aujourd'hui, toutes les préfectures de France ne délivrent pas encore ces passeports électroniques. L'année dernière, les États-Unis étaient la 2e destination préférée des Français. Ils sont aujourd'hui 7e. Médecine, avec la commercialisation annoncée du premier vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Les États-Unis viennent de donner leur feu vert. Ce vaccin sera destiné aux jeunes filles pour les protéger d'un certain type de virus qui risque d'évoluer en cancer. Une avancée importante pour les femmes. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Elles sont 4000 par an à développer un cancer du col de l'utérus. Un cancer qui a pour origine le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible qui touche 70% de la population et qui peut dans certains cas entraîner des séquelles et plus tard des cancers. L'idée des chercheurs, c'est donc de préparer l'organisme à combattre ce virus pour qu'il ne s'installe pas. Le vaccin, mis au point aux États-Unis, s'adresse donc en priorité aux jeunes femmes qui n'ont pas encore eu de relations sexuelles. La cible idéale qui va répondre favorablement à cette vaccination, ce sont les préadolescentes et les adolescentes avant les premiers rapports sexuels, puisque c'est à l'occasion des premiers rapports que le risque est maximum d'être exposé au virus. Le cancer du col de l'utérus tue plus de 1000 femmes par an. Pourtant, c'est un cancer soignable, mais il n'existe pas de plan national de dépistage. Il y a des femmes qui ont peur d'avoir à subir un examen gynécologique, et il y a donc un certain nombre de femmes qui échappent, si l'on peut dire, au frottis de dépistage. Le vaccin arrivera en France premier semestre 2007. Il doit d'abord passer toute une batterie de tests avant la mise sur le marché et il faut trancher le délicat problème de son remboursement par la sécurité sociale. Dans les Pyrénées-Atlantiques, cet hommage aux 3 secouristes tués lundi dans un accident d'hélicoptère. Nicolas Sarkozy a décerné aux 3 victimes à titre posthume la Légion d'honneur. Une enquête a été ouverte après le crash lundi dernier de l'appareil lors d'un exercice. Les zones d'ombre du football. Roland Courbis, l'ancien entraîneur de Marseille, écope de 2 ans de prison ferme dans l'affaire de transfert suspect, plus 18 mois ferme de ses condamnations précédentes. Quant au président du club, Robert-Louis Dreyfus, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Zindine Boudaoud, Bruno Finier. Roland Courbis est le grand perdant. Il faut dire qu'il a beaucoup joué et triché. C'est du moins la conviction du tribunal.
L'ex-entraîneur de l'OM est condamné à 2 ans de prison ferme, auxquels s'ajoutent 18 mois, fruit d'une précédente condamnation avec sursis. En faisant appel de sa condamnation, il gagne un peu de temps. Sincèrement, je ne pensais pas être aussi malhonnête et aussi antipathique à la vue de mes adversaires, mais permettez-moi de continuer à me battre et de repousser à quelques années. L'objectif que j'ai, c'est d'être encore un entraîneur champion de France. Roland Courbis est soupçonné d'avoir encaissé des commissions occultes à la faveur de plusieurs transferts de joueurs quand il était l'entraîneur de l'OM. Ce matin, Robert Louis Dreyfus n'était pas à Marseille, mais à la Coupe du Monde. Le patron de l'OM est condamné à 3 ans de prison avec sursis pour abus de biens sociaux. 15 transferts suspects, plus de 23 millions d'euros évaporés des caisses du club. Le milliardaire se dit innocent et fera appel. Robert Dreyfus est triste. Je crois que c'est le seul commentaire qu'il souhaite faire aujourd'hui. Triste parce qu'à travers ce système de dérive avérée qui a été relevé dans cette audience, mais qui entache la plupart des gestions des clubs de foot français aujourd'hui lorsqu'ils sont importants. La décision du tribunal fait du bruit à Marseille. Condamné, le président pourrait être tenté de s'en aller. Parole de supporters déçus par les résultats du club. Il n'y a plus aucun intérêt à ce qu'il reste. Il gagne rien, même lui, il doit être, je sais pas moi, il n'est pas déçu. Comment il fait? Il injecte, il gagne rien, il a des résultats bidons. D'autres n'oublient pas que Robert Louis Dreyfus assure la pérennité d'un club pour lequel il aurait déjà dépensé plus de 150 millions d'euros. Roland Garros avec les demi-finales hommes. Aujourd'hui, le Suisse Roger Federer s'est qualifié après l'abandon de David Nalbandian. De son côté, Rafael Nadal s'est lui aussi qualifié pour la finale en battant le Croate Ivan Ljubicic en 3-7. Nathalie Roingsa, Philippe Deslandes. En connaisseur, Leonardo DiCaprio n'aurait raté pour rien au monde le duel entre Federer et Nalbandian. La star hollywoodienne attendait un match à suspense, avec un beau scénario et pourquoi pas un happy end. Pendant un peu plus de 2 manches, le Suisse et l'Argentin se rendent coup pour coup. Certains coups frôlent même le génie. Une manche partout, la partie tient toutes ses promesses. Quant au milieu du 3e set, Nalbandian rentre à sa manière dans l'histoire du tournoi. Il devient le premier joueur à abandonner en demi-finale. Moi, je trouvais ça très dur pour lui, je lui ai dit ça. Et lui, il m'a souhaité bonne chance et qu'il espère que je gagne le Grand Chelem, donc c'est sympa. Il aurait marqué un but en finale de la Coupe du Monde. Ça ne lui aurait pas fait plus plaisir. Match après match, Rafael Nadal construit son 2e succès à Roland Garros, méthodiquement. Ljubicic semble impuissant. 6-4 dans le premier set, 6-2 dans le deuxième. Nadal doit attendre le jeu décisif de la 3e manche pour rejoindre Federer en finale. Les 2 meilleurs joueurs du monde se retrouveront dimanche pour s'expliquer sur le central. Et sous le soleil, les maillots de bain de l'été, la tendance de la saison, le retour en force des couleurs, du bikini et même une nouveauté, le trikini, à essayer avec modération. Estelle Collat et Grégory Vasseur. Chaque été, la même épreuve. Le choix du maillot de bain, le tête-à-tête dans la cabine d'essayage et le choix cruel, mais non moins crucial, entre nageurs et bikini rikiki. Choisir un maillot de bain, c'est faire preuve de talent. C'est surtout savoir se découvrir sans rougir. Le bikini, il faut avoir un corps parfait. Autant la nudité peut être belle et souveraine, autant le bikini peut être un tue-l'amour. Cet été pourtant, celui qui fit scandale. Il y a 60 ans, le bikini semble très bien placé dans les sondages, remportant 50% des suffrages. Mais attention, le petit nouveau, c'est celui-ci, le trikini d'André Sarda, Erez, Manuel Canova ou Perla, ce fameux maillot une pièce qui se métamorphose en 2 pièces aux heures les plus chaudes. Nageur pour allure parfaite chez Speedo, effet marinière chez Princesse Tam Tam ou Billabong. Cette année, tout est permis. C'est d'abord un symbole très fort d'émancipation, de liberté, même un petit peu de rébellion, aux limites même un peu de la provocation. Et puis c'est cette idée du corps mis en scène, avec humour, avec fantaisie, avec décalage.
Quant au prix, les femmes seraient prêtes à débourser entre 100 et 250 € pour ces caches-sexes de luxe. Pas question donc de plaisanter avec ces quelques grammes de tissu qui ont rapporté l'an dernier à cette industrie quelques 228 millions d'euros. Petit donc, mais puissant. Le requiem de Verdi expliqué aux enfants ou comment 300 collégiens de Seine-Saint-Denis ont eu le privilège d'assister à la générale donnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Olivier Lenouza, Sylvain Juvenal. Des élèves de 5e entrent pour la première fois dans la basilique de Saint-Denis. Rappel à l'ordre du professeur, ordre dispersé, élèves dissipés, et soudain le silence, et soudain... le requiem de Verdi. Je savais pas qu'il y avait autant de personnes autant de musiciens. C'est impressionnant parce que c'est grand. Bah oui, c'était réel. Une journée irréelle qui a commencé le matin même au collège de Stein en région parisienne. Un musicien professionnel contrebassiste vient parler aux élèves de l'œuvre de Verdi. Verdi, c'est le spécialiste de l'opéra. Mais c'est pas un opéra que vous allez écouter ce soir, c'est un requiem. Une heure de cours magistrale. Dites-moi, quelles sont les voix qu'on écoute? Verdi, tu connais? Non, je connaissais pas. Est-ce que tu as apprécié? Oui. J'ai appris qu'on pouvait faire plusieurs choses. On pouvait représenter la colère, la tristesse. C'est doux, c'est calme, ça fait du bien à entendre. Vous allez pouvoir rencontrer justement Rolando Villazón et lui poser des questions. Donc c'est, oui, à l'heure actuelle, c'est le ténor le plus recherché, dirons-nous. Le soir même, Rolando Villazón est au rendez-vous. La vie des chanteurs d'opéra, c'est un peu partout dans le monde, au Japon. Et comme vous avez vu, c'est une musique merveilleuse et il faut venir et l'écouter pour s'habituer et pour l'aimer. Ils découvrent la passion, la tragédie, en 12 ou 13 ans. Certains ne sont pas nés et entendent déjà dans le ventre de leur maman musicienne la beauté de Verdi. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. Le point route, Valérie Maurice. 20h50, boulevard du Palais. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.